je vais essayer de faire en sorte d'être assez rapide, tout simplement parce que tout le monde a un peu dépassé, et puis j'avais un peu anticipé le truc en voyant que j'étais le dernier, donc voilà, ce sera pas non plus ultra long. Ce sera peut-être chiant aussi, je garantis rien. Du coup, on va parler d'architecture microservice. Microservice, hein, c'est une faute de frappe, hein, ne vous inquiétez pas. Du coup, moi, on peut me retrouver sur Twitter avec ce handle. Et sinon, je vais juste dire qui je suis rapidement, si il veut bien. Voilà. Je m'appelle François Technet, je suis Automation Engineer dans une société qui s'appelle Tabmo. Donc, en fait, la R&D est à Montpellier, on fait de la pub. On est un peu une espèce de courtier en publicité. On fait ça avec des trucs super cool. On fait du Scala, du Spark, du Aerospike, du Druid. On a 46 milliards de trucs, on fait toutes les technos les plus hype du monde, surtout autour de Scala, quoi. Et moi là-bas, je suis Automation Engineer. En gros, c'est pour pas mettre DevOps, parce que DevOps c'est une culture. En gros, moi je suis le mec qui fait en sorte que le mec ait le moins de choses à faire possible entre son commit et le moment où ça part en prod. Donc je suis très enthousiaste sur le DevOps. Je parle un peu de Docker de temps en temps, notamment pour dire pourquoi est-ce que j'en ai fait en prod et que c'est bizarre. Et je suis un ancien développeur, donc même si je fais des déploiements, moi mon passif c'est de faire du dev, donc j'ai fait du Java, du Clojure, je fais du Scala maintenant, enfin bref, je fais 46 milliards de choses. Et je suis Jug Leader. Voilà. Donc si vous voulez venir à Montpellier, n'hésitez pas à me contacter, on fera plein de trucs. Donc en fait on va parler de microservices. Alors les microservices, ce qu'on va faire, c'est je vais juste essayer de définir un peu ce que c'est, parce que c'est ultra nébuleux, c'est une grosse architecture de SI, c'est un truc que vous voyez tout le temps, tout le monde en parle, il y a une conf de Quentin. Qui a vu la conf de Quentin ce matin? Ah, mince. Bon, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de redites, sauf que moi je vais prendre un angle un peu différent, c'est-à-dire que moi je travaille pas chez Clever, moi j'ai pas les mêmes mecs que chez Clever, hein. On n'est pas mauvais, hein, on est même très très bon, mais on n'a pas la même chose. Et du coup on va plutôt essayer d'avoir une autre approche. Donc un microservice c'est quoi? Pour moi, qu'est-ce que serait une présentation sans la traditionnelle définition? Sauf que j'ai pas pris celle de Wikipédia pour une fois. Je suis allé sur le site de Martin Fowler, ça fait plus pro. Voilà. Donc du coup, un microservice, c'est une approche pour développer des applications comme une suite de petits services, chacun tournant sur son propre process et communiquant avec un système léger, comme souvent des ressources HTTP. Okay. Chacun de ces services sont construits sur des besoins business et sont déployables indépendamment, généralement utilisant une mécanique automatisée. Ça parle à quelqu'un, ça. Enfin, moi, je peux comprendre, surtout que là, j'ai utilisé une belle technique de journaliste, c'est-à-dire j'ai pris un bout de l'article qui fait à peu près 6 pages pour vous sortir un truc pour faire exprès que ça on comprenne pas. Mais la plupart du temps, le problème avec le microservice, c'est qu'on parle toujours de ce truc-là, on utilise sur deux termes, mais en fait, finalement, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, réellement, qu'est-ce que c'est que du microservice? Alors le microservice, on l'utilise surtout pour faire une comparaison contre les monolithes. Alors moi, la première fois qu'on m'a parlé d'un monolithe, moi j'ai pensé à ça. Je sais pas s'il y a d'autres joueurs de Warhammer 40 000 dans la salle. Voilà, hein, le bon Necron, hein, le truc qu'on bouge pas. Alors j'aurais pu mettre celui de 2001, l'Odyssée de l'espace, ça aurait été peut-être plus hype, un peu plus cinéphile, tout ça, enfin un peu plus hipster, vous voyez la barbe, les lunettes, tout ça. Mais bon voilà, moi j'ai pris celui-là. Le concept d'un monolithe, c'est que c'est un truc assez massif, plutôt gros. Il fait généralement bien son travail, hein. Par contre, il a un peu ce problème d'être un peu lent et de coûter assez cher. Le problème de la lourdeur, c'est quelque chose qu'on trouve souvent associé au monolithe. Alors tout simplement parce que votre monolithe, on l'a dit, il est gros, il y a un tout dedans. Il y a généralement la maximum, il y a la max dedans, hein. Vous en avez peut-être plusieurs les uns à côté des autres, mais votre monolithe, plus vous pouvez bourrer dedans, plus vous bourrez généralement. Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez lourd. C'est assez lourd pour plein de raisons, notamment parce que c'est lourd à déployer, c'est lourd parce qu'à chaque fois que vous voulez faire une modification, vous impactez tous vos petits copains à côté. Donc généralement, vu que personne s'entend, se dit hey, pas envie, moi ma version, je peux pas la mettre en prod maintenant. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez d'accord pour livrer dans 3 mois. Et donc vous livrez 4 fois dans l'année, vous êtes tout content et vos utilisateurs sont super heureux. Donc le monolithe, faites-en, c'est cool. Deuxième autre truc qu'on utilise généralement pour parler des microservices et le problème du monolithe, c'est la problématique de la scalabilité. Quand on a un problème de scalabilité avec notre monolithe, bah la solution c'est d'en mettre un deuxième. Ce qu'on vous dit hein, généralement, non, on en met un deuxième. On dit pas ça, on dit mets plus de ressources. Parce qu'au bout d'un moment, mettre plus de ressources c'est compliqué quand même. Hein. Même les machines Amazon, elles ont une limite, quoi. Après, on va sur du custom, ça coûte cher. Autrement, on va appeler Quentin et on va payer la max. Du coup, le principe du microservice, c'est de se dire, vu qu'on a tous ces problèmes dus à la taille
de notre monolithe. Et si en fait notre monolithe, plutôt que de garder cette espèce de méga truc, on le transformait en plein de petites escouades qui chacune auront un but bien précis et qui vont communiquer entre elles de manière à pouvoir les faire évoluer indépendamment et peut-être pouvoir les scaler plus facilement selon le besoin. Donc on est tous d'accord. Moi aussi, le premier, j'ai entendu ce truc-là, j'ai fait « Waouh, c'est génial, j'y vais ». J'ai commencé à mettre mes petites mimines dans mon code là, et alors moi je suis un ancien programmeur, hein. Moi vous me demandez de faire des fonctions, de faire des calls, d'architecturer un petit peu mon code, hein. Faire de l'architecture hexagonale, tout ça, pas de problème, hein. Mais vous me dites transforme ton truc en microservice, ouais, très bien. Bon bah du coup en plus ce qui est bien c'est que personne n'arrive à se mettre d'accord sur une définition. Globalement vous allez voir n'importe quel mec sur du microservice, il vous dira quelque chose de différent. Alors tout n'est pas, c'est pas antinomique hein, tout ce qui est dit. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc du coup, quand on ne sait pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est informaticien, en plus vous êtes tous en conférence, donc vous êtes des gens de bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on cherche. On cherche sur Internet, on va en conf, on cherche toutes les infos qu'on peut, et on lit, on comprend tout ça. Sauf que le problème avec les microservices, c'est que c'est une architecture qui est très trendy, et comme tout ce qui est trendy depuis quelques années, on a un peu ce problème d'avoir tout sur Internet ou dans les confs. Et on se retrouve avec le problème de... je ne mets pas en doute la qualité de ce qui est dit en général, hein. Le problème, c'est juste qu'il y en a trop. Il y a trop d'informations qui partent sur plein de choses différentes. On a du mal à les recouper. On retrouve souvent beaucoup d'informations redondantes et on a beaucoup de mal à réussir à se faire une idée de ce qu'on doit faire. Même des fois, on se retrouve à avoir des trucs où on se retrouve avec un truc fait par une société commerciale dont on dira pas le nom, machin, qui vous fait un truc sur 5 pages où en fait ils ont fait un bingo bullshit quoi. Ils ont mis tous les termes qu'ils pouvaient et quand vous en trouvez 5, vous avez droit à une bière quoi. Du coup, en fait, le microservice, si on analyse vraiment toutes les problématiques qu'on a autour, si on regarde tout ce qu'on peut faire avec, bah en fait, on va juste se concentrer sur un constat. Le microservice, c'est cher. Tout simplement parce qu'en fait, quand on parle de microservices, on va toucher énormément de choses. On va parler de distribution, on va parler de sécurité, on va parler de monitoring, de communication, de configuration, d'automatisation, et on va parler de beaucoup de technologies. Si on met ça bout à bout, on est quand même d'accord que ça fait quelque chose d'assez cher à mettre en place et c'est quelque chose de difficile. Aussi, le problème qu'on a, c'est que le microservice, c'est quelque chose... On peut le faire de multiples manières. Typiquement, moi, depuis que j'ai commencé à faire du microservice dans toutes les boîtes où je suis passé, ou en écoutant les gens et en m'amusant à la maison, j'ai globalement dû utiliser ça et c'est juste une partie de ce que j'ai utilisé. Donc on se retrouve à avoir une espèce de profusion de technologies à utiliser, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et le réflexe de base est « je commence où ?» Bah, généralement dans les sociétés, ce qui se passe, c'est qu'on va plutôt se dire « où est-ce que je commence ?» On va plutôt dire « oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce !» Et généralement ça finit de la même manière « fail !» Du coup, nous, on s'est dit qu'on allait faire un nouveau système, une nouvelle type d'architecture avec mes collègues de bureau. C'est le microservice. Alors le microservice, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept très simple. C'est un concept de se dire, on va accepter le coût des architectures microservices. En fait, on va partir du principe qu'une architecture microservice, pour la faire parfaitement telle qu'on la voit généralement et on voit tous les avantages, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément toujours se permettre de réaliser, que ce soit en termes de temps, en termes d'investissement, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez faire, des raisons politiques, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qu'on ne pourra pas forcément toujours réaliser à fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser un intermédiaire dans la réalisation, et pour ça, on va juste trouver des solutions simples à des problèmes de mise en place des microservices. Donc en gros, un microservice, c'est toute application qui va s'inscrire dans une démarche microservice, mais qui n'a pas les moyens de totalement réaliser sa transformation. En gros, c'est ce qui se passe dans 80% des boîtes quand on dit qu'on fait du microservice. En fait, il y a toujours une partie du système qui a encore un problème. On n'est pas dans du vrai microservice. Si vous écoutez quelqu'un comme Quentin qui apparemment a réussi à faire sa transformation à fond chez Clever, effectivement, il n'y a pas de souci. On est d'accord que dans 80% des boîtes où vous n'avez pas des techos de malades et l'investissement technique pour le faire, on se retrouve toujours à avoir un point sur lequel on n'a pas le temps de travailler, où on n'a pas le droit, et du coup on se retrouve à avoir ce point de blocage qui nous embête. Et typiquement, les microservices, c'est ça. C'est cette application de microservices sur lequel on se retrouve à avoir ce blocage. Donc on va essayer de voir comment faire en sorte de réaliser des applications qui, même s'ils sont des microservices, vont nous permettre dans le temps de
pouvoir aller vers du microservice le jour où on aura le temps, l'argent. Donc pour ça, je vous invite à un petit voyage. C'est un peu un guideline de comment est-ce qu'on va migrer vers du microservice tranquillement. Et donc, c'est un petit voyage où on va prendre un super monolithe. On reprend notre magnifique monolithe. On va même prendre un beau site d'e-commerce, un truc standard. On accède avec du network, on a une base de données relationnelle. Notre monolithe, en gros, il gère 4 fonctions principales. On va gérer des clients, des commandes, on va faire des livraisons et on va gérer des produits. Pour partir dans une architecture microservice et donc commencer à faire du microservice, on va se mettre à se dire, si on sortait la gestion des clients dans un service. Il faut bien commencer quelque part. Hein. Je ne sais pas vous comment ça s'est passé quand vous avez commencé à vous dire que vous allez faire du microservice dans votre société, mais généralement on fait un peu un Amstramgram sur les services. Enfin moi c'est un peu parti comme ça, il y a un besoin de faire une évol sur un service, hop, et si on le sortait. Disons qu'on doit faire une évolution de la gestion client. Donc comment est-ce qu'on fait ? Alors la première question qu'on doit se poser quand on va faire un microservice, c'est si je dois sortir un bout de code qui existe déjà dans mon monolithe, typiquement la gestion client, est-ce que je dois recoder ou est-ce que je dois récupérer le code qui existe déjà ? C'est une question qui a totalement du sens, hein. À moins que vous ayez vraiment le temps et l'argent pour pouvoir le faire, est-ce que c'est pas plus rentable de reprendre le code qui existe déjà ? Théoriquement, ça devrait être le cas. Donc la grande question, c'est est-ce que je le recode ? Si on reprend les architectures, les principes d'architecture sur les applications, en fait, moi j'aime bien cette image parce qu'en fait, j'aime bien la nourriture et j'aime bien les spaghettis, moi. Et on voit qu'en fait, pendant longtemps, on a fait du code spaghetti oriented. Donc en gros, on avait des bouts de code, des fonctions un peu partout. C'était un bousin sans nom. Bon, il y a des gens très intelligents à un moment qui sont arrivés et qui ont dit c'est pas génial. Bon, on est d'accord. Donc on a regroupé tout ça dans des couches. Donc on a fait des lasagnes. Donc au milieu du code, ce qui se passe, c'est que ça continue à être du spaghetti, mais on a au moins mis ça entre des couches. On a essayé de mettre des responsabilités et faire en sorte que ça reste ensemble. Et typiquement, notre ravioli, c'est notre architecture microservice. C'est-à-dire que là, on va carrément essayer d'englober notre code dans des ravioles et on va essayer de les faire communiquer toutes ensemble de manière à ce que le code reste le plus petit possible et qu'on le compacte dans quelque chose de petit. Sauf que moi, dans mon code, la plupart du temps, j'ai plein d'interactions au milieu de mes couches de lasagne. Et le problème que j'ai, c'est si je prends le code de mon application, je sais pas vous, mais moi, quand je prends des lasagnes et que j'essaye de prendre une part de lasagne, ça donne quelque chose comme ça. C'est pas glorieux. J'ai toujours quelque chose qui va tomber, j'ai toujours des liens qui vont continuer à exister. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a quand on va essayer de récupérer le code de notre application pour en faire un microservice. C'est qu'en fait, on va se retrouver dans un chaos qu'on essaye de contrôler. On va se retrouver avec tous ces liens qui existaient dans notre application au sein de notre couche, entre nos services, entre nos DAO, etc. Toutes ces liaisons qui existaient, il va falloir trouver comment les gérer. Et alors pour ça, malgré le fait de savoir est-ce qu'on reprend le code ou pas, nous on va partir du principe qu'on le reprend parce que, comme Quentin l'a très bien dit dans une de ses présentations, du coup la ligne de code c'est un investissement, hein, c'est du passif. Hein, votre comptable il veut pas que vous la supprimiez, on recode pas des choses, hein, on récupère. Donc du coup, grande question, c'est pourquoi on a pris notre gestion client et qu'on l'a mis sur le côté. C'est très bien, on veut faire un microservice. Sauf que, en fait, pour quelle raison, en fait, ce service doit exister d'un point de vue purement logique au sein de notre système ? Si on part en dehors de juste notre logique de techniquement on veut faire un microservice pour gagner en flexibilité sur la technique, pourquoi au niveau business on le fait ? Et ça, c'est juste pour prendre conscience d'une chose quand on part sur un microservice, quand on veut aller vers du microservice et qu'on veut faire un microservice, c'est qu'en fait, un service, c'est pas qu'une entité technique. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a quand on commence à migrer nos applications et qu'on veut partir sur les choses plus petites et plus malléables. On a trop souvent tendance à prendre du code existant, qui est en fait un gros silo technique, et à essayer de le sortir dans un autre système. Sauf que c'est pas vraiment quelque chose qui a du sens. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que notre service, il ait un sens dans un environnement business. Typiquement, ce qu'on veut, c'est que notre gestion utilisateur, elle a un sens dans le contexte pour des sales, elle a un sens dans un contexte support. Nous, qu'est-ce qu'on veut quand on va sortir notre service ? Quand on va faire notre évolution, est-ce qu'on le fait pour le support ? Est-ce qu'on le fait pour la vente ? Ou est-ce qu'on est juste en train de sortir notre architecture technique ? Le problème qu'il faut voir là-dedans, c'est tout simplement si vous ne pensez pas avec ce système de contexte borné, s'il y a des gens qui font du DDD, ça devrait parler à ce système-là.
autrement intéressez-vous à ce sujet, c'est que si vous ne faites pas cette vision de vous demander pourquoi niveau business vous sortez votre code dans un microservice à part, dans un microservice, bah du coup en fait vous allez garder votre dépendance. Or le but à terme de vos microservices et surtout de votre microservice, c'est de casser la dépendance entre vos applications pour pouvoir les mettre à jour rapidement. Si vous gardez en fait toutes ces liaisons parce que vous pensez technique et pas business et vous gardez les interconnexions entre vos codes juste parce que vous avez mis du réseau entre les systèmes, bah vous n'aurez aucun des avantages que vous targetez. Du coup, c'est une des premières choses à penser. Il y a une question de est-ce qu'on va garder le code, mais si on garde le code et qu'on ne réécrit pas tout, il faut toujours penser avec une logique business par rapport à notre service et essayer de faire en sorte de sortir les choses qui sont importantes et essayer de les découpler le plus possible de ce qui existe. Du coup, nous, pour une gestion de customer, en fait, nous, dans notre microservice, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment se permettre de le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre système, on va toujours garder notre gestion des customers, sauf qu'en fait, on va essayer de bien les splitter à l'intérieur de notre code quand on va transformer. C'est pour le futur, à terme, si jamais on a vraiment besoin, on pourra resplitter notre gestion client en 2 autres services différents, sauf que pour le moment, on va les garder ensemble. C'est pour montrer aussi que c'est pas parce qu'on sait que quelque chose est mal que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut juste en prendre conscience et essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un frein au déploiement, à l'automatisation et aux échanges. En parlant d'échanges, la communication, c'est un des plus gros problèmes quand on commence à migrer vers du service. Alors, notre problème, c'est que finalement, notre système de customer, une fois qu'on le sort de notre monolithe, il a toujours des interactions. Même si on a essayé de réduire tous les liens au maximum au sein de notre code, on a toujours une liaison. Quelque part, ma gestion de commande et ma gestion de livraison aura toujours besoin d'avoir mon client pour savoir où est-ce que je dois livrer ou quel produit il a acheté. Le problème... J'ai plus de piles. Bon, c'est pas grave. Alors le problème il est là, alors pour ceux qui n'arrivent pas forcément à voir, en gros on a un petit cartoon où on a votre supercode qui essaye de voir John. John il vivait là en fait, sauf qu'en fait il peut plus parler qu'à cette petite boîte via un petit interrupteur, tout simplement parce qu'il a été distribué. Le problème c'est que quand vous faites de la distribution, en fait, là où avant au niveau de votre code, au sein de votre monolithe, vous saviez exactement où était la fonction, c'est du code, la fonction elle se trouve à un endroit particulier, votre exécution de code, vous la connaissez, vous pouvez aller voir ce qui se passe, vous avez la signature. En fait, quand vous commencez à distribuer, à faire du service, votre communication passe par le réseau. Et en fait, à l'intérieur, il peut se passer de tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir une API gateway qui va changer, ou même, dans la logique, on veut pouvoir faire évoluer le service qui tourne en face. Du coup, il y a toute cette notion de communication qui va rentrer en jeu. Et un des problèmes qu'on a souvent, c'est de se demander, en fait, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé par rapport à ce que j'ai bougé, ou est-ce que c'est juste moi qui fais quelque chose de mauvais au niveau de mon service? Et pour ça, en fait, il n'y a pas 46 milliards de moyens de gérer ce système-là. Il faut maîtriser ces protocoles. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ces protocoles? En fait, c'est assez simple, c'est on le documente. C'est juste que là où avant, dans notre code, on avait tendance à mettre des services et à la mettre à disposition et à dire ok voilà c'est dispo et puis tout le monde le voyait dans le code et puis on verra ce qui se passe. Là on peut pas se permettre quand on va faire du microservice de vraiment laisser ça et laisser juste notre application vivre quelque part. On est obligé de documenter toutes les interactions qui vont avoir lieu. Et quand je parle des protocoles, je parle pas que du format d'échange. Trop souvent, un des gros problèmes aussi, c'est qu'on se focalise sur le format. Ouais, je vais t'envoyer du JSON, je vais t'envoyer des utilisateurs, enfin des clients avec ce format JSON-là. Ça va chercher plus loin que ça. Maîtriser un protocole, c'est savoir comment est-ce qu'on va échanger la donnée d'un point de vue technique avec la sérialisation, mais c'est également comment est-ce qu'on va appeler les systèmes, comment ils vont s'appeler entre eux, quels sont les points, quelles sont les routes qui vont être utilisées, mais également les systèmes d'échange. Typiquement, quand on fait un appel entre 2 services, on peut très bien faire un appel HTTP, mais on peut utiliser n'importe quel autre protocole. On n'est pas non plus obligé forcément de faire du synchrone, on peut faire du message base, on peut faire même du server-side event et d'avoir des systèmes d'asynchrone en HTTP. Du coup, c'est quelque chose qui avant dans votre code était complètement limpide, parce qu'en fait, typiquement, si vous prenez une signature de fonction, rien qu'avec le type de retour, vous savez ce que vous allez avoir. Vous avez les types de formats qui sont revenus, vous avez l'objet qui va être retourné. Si c'est une future, vous savez que ça va être un traitement asynchrone. Si c'est une option, c'est quelque chose qui peut potentiellement fail. Bref, vous avez toute cette notion au niveau de notre code. Et cette notion-là que vous avez quand vous lisez du code que vous comprenez d'un point de vue technique parce que vous êtes informaticien, en fait, il faut aussi la documenter. Quand vous partez sur l'architecture service, vous êtes obligé de faire attention à tout genre de choses.
Typiquement, moi, pour faire du microservice, on n'a pas été forcément très loin. On est resté sur du HTTP basique, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on connaît et puis on n'a pas forcément tous les moyens de se mettre un RabbitMQ, de le manager ou de mettre un Kafka. Du coup, on va faire du HTTP parce qu'on sait. Et du coup, il suffit juste de mettre des documentations Swagger. Si on fait pas de trucs ésotériques à base d'asynchrone, en fait, on se retrouve toujours à avoir des choses très simples à base de HTTP synchrone et il faut juste gérer les routes et les formats de données. Du coup, faites toujours attention à avoir tous ces protocoles qui sont bien documentés de façon à pouvoir maîtriser les évolutions et maîtriser la communication avec vos systèmes. Sinon, vous allez perdre énormément de temps à l'implémentation, vous allez avoir énormément de problèmes à cause de ça. Et les problèmes, généralement, ce qui se passe, c'est qu'après, ça nous met un autre point sur lequel, quand on fait du service, et même en microservice, on est obligé de faire attention, c'est la résistance aux erreurs. En fait, le problème, il est là. Quand on est sur un monolithe, on a quelque chose qui est paquet, qui est lourd, certes, mais on n'a pas d'interaction avec des choses sur lesquelles on n'a pas la main. On a toujours notre code. Quand on fait les appels extérieurs, c'est quelque chose de dangereux. On sait tous que quand on fait un appel sur le réseau, c'est quelque chose qui peut fail. Sauf que maintenant que vous passez en service, entre vos services business, il va y avoir ce fameux réseau. Et le réseau, c'est dangereux. Le réseau, c'est quelque chose qui peut cracher. C'est quelque chose sur lequel on peut avoir des latences. C'est quelque chose sur lequel il peut se passer tout et n'importe quoi qui est en dehors de la volonté de votre code. Et ce truc-là, vous êtes obligé d'y faire attention. Simplement, en fait, c'est tout simple. Quand on est dans un monolithe, si on avait deux services, quand il s'appelait, il faisait un function call. Un function call, à moins que vous ayez raté votre DI, il peut pas rater. Enfin, à moins que vous soyez en C et vous fassiez un pointeur sur une fonction void. Enfin, je veux dire, une fonction, vous êtes d'accord, ça ne peut jamais planter. Enfin, le système vous fait en sorte que ça puisse jamais planter. Par contre, quand vous faites un network call, là, je peux vous citer un nombre de trucs qui m'est arrivé dans ma vie où ça a planté, mais pour des raisons qui étaient extérieures à mon code. Parce que, tout simplement, le réseau, c'est difficile. Le réseau, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, qui est difficile à manager, et c'est un truc sur lequel on a beaucoup de difficultés à donner une fiabilité à 100%. Le seul truc que je veux pointer avec ça, c'est qu'en fait, il faut que vous maîtrisiez vos appels. Et quand je dis qu'il faut maîtriser vos appels, ne cachez pas les problèmes. Un des premiers problèmes qu'on a quand on commence à faire du microservice, c'est à se retrouver avec cette volonté de planquer l'appel système. C'est-à-dire que là où avant on avait un appel de fonction directe, maintenant on va mettre un truc avec un AOP où on va faire une injection de dépendance avec un truc caché qui va cacher le fait qu'on fasse un appel réseau. Pourquoi on cache ce truc-là ? C'est un appel réseau, c'est un potentiel risque. Il faut le montrer, il faut le voir dans le code. Donc surtout, quand vous migrez vers un microservice, faites attention à toujours exposer le moment où vous allez appeler un service extérieur qui soit un autre service et sur lequel vous allez avoir cette gestion d'erreur qui devra être présente. La deuxième chose aussi, c'est avoir des backup strats. Dire de gérer des appels et dire que ça peut planter, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est éviter aussi de faire casser votre chaîne. Il n'y a rien de pire dans une architecture quand on part en service que d'avoir un service au milieu qui tombe et qui fasse planter toute la chaîne. Si un service tombe, c'est normal, ça peut arriver, on va le rebooter, mais on ne va pas faire casser toute la chaîne. Si vous faites planter votre monolithe, vous le remontez, mais vous êtes bien conscient que vous faites planter tous les autres services en même temps. C'est pareil sur un microservice. Si jamais vous faites un appel et que vous faites planter toute la chaîne derrière vous, c'est juste pas possible. Donc il faut toujours faire attention à avoir un moyen de gérer les erreurs de manière simple. C'est pas des choses qui sont très difficiles à faire. Typiquement, si vous faites une application en Java, vous avez juste à utiliser Histrix et vous avez un circuit breaker qui va vous permettre de gérer ce genre de choses, qui va vous permettre de gérer des fallbacks, des retries, et qui va donc vous permettre de gérer toutes ces problématiques que vous pouvez avoir dans votre communication et sur la gestion des appels. Nous, c'est la solution qu'on va prendre pour notre service parce que c'est la solution la plus simple à implémenter. Après, il y a d'autres solutions beaucoup plus complexes, mais au moins celle-là, elle a l'avantage d'être rapide et c'est que du code. Un autre problème que je vois régulièrement, notamment le gros problème qui arrive et qu'on voit souvent, c'est que si jamais on vous parle de microservices, la plupart des gens vont vous dire que chacun des services doit avoir sa propre data source et d'être owner sur ces données. Qui est parti d'un monolithe avec une base de données relationnelle, a transformé ça en 5-6 services et a eu le droit de pouvoir mettre et de splitter sa base de données en 5 autres bases de données. Moi, la première fois que je suis allé voir mon ops avec ça, il m'a tiré des gros yeux, j'ai cru qu'il allait me rattraper chez moi pour me violer. C'était hallucinant. Il a peur et c'est normal.
Alors le problème, c'est que l'autre solution qui est celle-là, de se dire, bah, c'est pas très grave finalement, je vais mettre mes deux services à part et ils vont taper la même base. Généralement en admin, hein, parce que pourquoi pas. Ça, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, il y a un gros problème. C'est qui sait qui est responsable de la donnée. On a une base de données, c'est bien, on a de la donnée. On a deux services qui sont indépendants, qui vivent chacun leur vie de leur côté, et les deux peuvent modifier la donnée. Ils ont le droit. Qui est responsable de quoi? Alors, nous, pour notre microservice, on a trouvé une solution. C'est une solution qu'on n'aime pas trop, on aimerait la changer à terme, mais bon, c'est une solution de microservice. C'est tout simplement en fait de créer des schémas qui vont nous permettre en fait de donner les accès. C'est un truc très bête, hein. Ça ne demande pas énormément de temps, mais si vous ne le faites pas, vous avez ce gros problème d'ownership sur la donnée pour chacun de vos services. Pour notre gestion d'utilisateur, enfin de clients, il suffit tout simplement de garder notre monolithe qui a un accès direct sur un schéma qui lui est dédié, sur lequel il peut faire des accès en écriture sur toutes les tables qui le concernent, et de créer un autre schéma pour notre gestion client où on ne donnera accès que à ce qui va bien en écriture, et après, au pire, dans un premier temps, donner un accès en lecture sur les choses auxquelles il n'est pas censé avoir droit et commencer à migrer progressivement dans le temps pour faire un appel à un autre service. C'est une solution qui marche. Il suffit en plus avec des bonnes gestions utilisateurs, on a quelque chose qui nous permet d'avoir un bon intermédiaire. C'est pas le truc le meilleur du monde, mais au moins on a quelque chose d'un peu plus safe. On n'est pas sur quelque chose où on ne sait rien et on se retrouve pas à avoir quelqu'un qui fait une modification dans un de ses services, qui vient modifier une donnée dans une table que nous on gère, et tout à coup on a un gros bousin en prod parce qu'on avait mis un cache et on a un système complètement inconsistant. C'est du vécu. Autre problème justement lié à cette anecdote, c'est le service ownership. Quand on est une petite société dans laquelle on n'est pas beaucoup, le service ownership c'est pas très compliqué, sauf que quand on commence à être beaucoup et qu'on commence à splitter les services, il y a cette problématique il y a un problème sur le service, sauf que qui sait qu'en est responsable en fait? Est-ce que c'est la pizza team qui l'a développé? Est-ce que c'est toute une équipe qui doit gérer plusieurs services? Est-ce que c'est certaines personnes particulières qui s'occupent de chacun des services? C'est des problématiques d'intégration. Quand vous avez quelque chose qui dialogue, vous avez forcément une question de qui est en cause, et ça c'est quelque chose d'assez important. Quand on commence à migrer, il faut toujours savoir qui est honneur des services qu'on va mettre en place. Donc du coup, on a réussi à faire tout ça pour notre gestion client. On a réussi à avoir un service qui est à côté. On a bien un focus qui nous permet de savoir à peu près dans quel contexte on est. À terme, chacun aura sa propre gestion de données. Chacun peut-être même on splittera le customer. Donc jusque-là, on est sur quelque chose qui est plutôt cool. On est sur un monde plutôt pas mal. Sauf que je rappelle l'hypothèse de base. C'est que moi, ce que je voulais régler, c'était un problème de lourdeur dans mon monolithe. Là, c'est bien, hein, je me suis amusé techniquement, j'ai rendu ça safe, sauf qu'en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est prendre du code, mettre du réseau au milieu, et c'est tout. C'est la seule chose que j'ai fait. Du coup, l'évolution des services, c'est un des trucs à prendre en compte absolument quand vous migrez. Tout simplement parce que, vu que votre but, c'est ça. Vous voulez que votre gestion client elle puisse monter super vite en version et aller de plus en plus vite avec le temps. Sauf que le gros problème qu'on a avec ce truc-là, c'est qu'une fois qu'on a migré qu'on a fait notre service client à côté et qu'il est tout seul et qu'on peut le faire évoluer, le problème, il est plus dans l'application client. Il est là. Il est sur super lien entre mon monolithe ou d'autres services vers ma gestion client. Et là, on se retrouve dans les problématiques de où est-ce que je dois aller. J'ai un gros entrelac, j'ai 46 milliards de possibilités, je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Alors, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, bah du coup, quand tu livres ton nouveau client, tu vas sur le serveur du monolithe, tu changes la config et tu restartes. Alors là, déjà, je me suis senti comme une opératrice. Et c'est le moment où je me suis dit, non, mais en fait, non, c'est pas possible. On est tous d'accord qu'on ne peut pas se permettre de faire ça comme ça. Du coup, il y a une solution simple qui existe, c'est de dire, on passe sur du message base. Sauf que du message base, moi, j'ai pas forcément le moyen de le faire. Hein. Je suis allé voir mon patron, j'ai demandé je voudrais un Kafka, il m'a dit non. Un RabbitMQ, s'il te plaît, vas-y, c'est moins cher. Non. Bon. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait? On a du HTTP, on va mettre en place des solutions, une autre solution,
c'est de gérer un service discovery. Le service discovery, en fait, c'est une solution simple qui consiste à dire, ok, en fait, je vais mettre quelque chose qui va enregistrer tous mes services et qui va permettre de configurer un reverse proxy. Peut-être même, je vous encourage à utiliser du Sozu. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais avoir un appel de mon monolithe, il va demander un service, un alias, qui sera quelque chose comme un customer service, qui en DNS, en fait, sera résolu comme sur le reverse proxy, qui dit, ok, va voir ton DNS, et qui, lui, est au courant de savoir quels sont les services qui sont en live, et typiquement, on va dire, ok, en fait, envoie à ce customer. Sauf que quand j'ai mon deuxième client qui arrive, en fait, lui, il a juste à aller s'enregistrer au niveau de consul, qui va donc mettre à jour la conf du reverse proxy. Et lorsque j'aurai un deuxième appel de mon monolithe, j'arriverai sur la partie customer V2. Bon, on dit comme ça paraît simple, c'est joli, etc. C'est à peu près simple. La mise en place n'est pas forcément la plus aisée du monde, tout simplement parce qu'au sein de votre code, vous êtes obligé de venir faire des appels à un service registry pour vous enregistrer, ou alors à faire des espèces de tricks sur la machine pour faire de l'événementiel avec du Ansible ou quelque chose pour aller enregistrer automatiquement le service. Mais on arrive à faire quelque chose. Le seul petit problème qu'on a avec ça, c'est qu'une fois qu'on a mis ce genre de système en place, on a très souvent des gens qui finissent par relivrer et à faire des modifications, sauf qu'on a un petit problème qui peut arriver régulièrement. C'est les breaking change au niveau des formats de données. Typiquement, je mets en place un nouveau Customer V2, sauf qu'en fait, à l'intérieur, j'ai retiré un champ dans le format des utilisateurs que j'envoie, et mon monolithe, lui, il le cherche, ce champ. Donc du coup, j'ai beau avoir mis une gestion d'erreur qui fait que le monolithe ne tombe pas, il y a un moment où le service n'est pas rendu. Donc c'est bien, mon système il est live, mais je ne rends pas mon service business. Ce qui est un peu l'objectif de mon appli quand même. Du coup, on revient encore sur le fameux problème, maîtrisez vos protocoles. Et surtout, ça c'est autre chose à prendre en compte quand on fait du microservice, c'est que laissez le temps aux autres applications de se mettre à jour. Si vous n'êtes pas dans une architecture parfaite de microservices sur laquelle vous savez gérer et aller très vite sur chacun de vos services, laissez le temps aux autres applications. Ne soyez pas intransigeant en disant ce champ, je l'enlève à tout prix parce que je veux le virer. Laissez le temps aux autres apps de se mettre à jour. Si ça met 3 mois, 4 mois, laissez le champ. Laissez-le ce champ. C'est pas grave. C'est fait peut-être moche dans votre code, mais je préfère avoir une application qui a un format d'échange moche qu'une application qui ne rend pas mon service business. Du coup, prenez bien ça en compte quand vous mettez en place vos services. Laissez le temps à vos applications entre elles de se mettre à jour. Et surtout, maîtrisez vos protocoles parce que le pire de tout, c'est encore quand vous laissez le temps, c'est moche. Mais alors, si vous savez pas que vous avez fait un impact et vous migrez une version de service, là, généralement, ça finit à c'est qui l'idiot qui a retiré le champ. Généralement, cet idiot, c'est moi, mais bon. Le dernier truc qu'on va aborder, c'est le déploiement et l'orchestration. Alors, juste un petit reminder, l'orchestration, c'est pas un orchestrateur Docker. Juste parce que j'ai parlé d'orchestration à quelqu'un il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça que j'ai fait ce slide, et il m'a dit Kubernetes ou Docker Swarm. L'orchestration, c'est pas forcément du Docker. L'orchestration, c'est le fait d'exécuter un ensemble de commandes dans un ordre précis sur un ensemble de systèmes. En gros, c'est tout simplement si vous avez à exécuter une commande qui fait même juste un shell pour télécharger un jar et faire un Java moins jar quelque chose, si vous devez le faire sur 10 serveurs, du coup, vous vous rendez bien compte, vous n'allez pas aller sur chaque 10 serveurs et exécuter la commande. Ça, c'est de l'orchestration. Le fait d'avoir un bouton sur lequel j'appuie qui le lance sur les 10 serveurs, c'est déjà de l'orchestration. C'est de l'orchestration du pauvre, je suis d'accord, mais c'est de l'orchestration. Et pourquoi je parle d'orchestration? C'est tout simplement parce que s'il y a ce fameux mec, qui en l'occurrence dans ma boîte, et moi, qui doit aller sur les 10 machines et faire 10 fois la commande, ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous allez le burn-out, le mec. Votre équipe d'Ops va vous détester. Surtout qu'en plus, on revient sur le principe de faire du microservice, à terme, c'est de pouvoir mettre de plus en plus vite à jour des applications de manière indépendante. Donc si vous augmentez la quantité de travail, c'est multiplié à chaque fois. Donc vous allez cramer les gens. Alors pourquoi je parle de ça? Déjà pour rappeler quelque chose que j'aime bien rappeler, parce que moi mon boulot c'est de faire de l'automatisation. Faire du déploiement et gérer du déploiement automatisé, c'est aussi dans le code. On parle toujours des orchestrateurs, d'utiliser du Docker, d'utiliser toutes les techniques que vous voulez. Si votre application n'a pas été pensée pour pouvoir être configurable facilement avec des variables d'environnement, qu'elle n'a pas été prise en compte, que vous ne mettez pas tout ce qu'il faut en place pour être redéployable facilement, l'orchestration va mal se passer. Donc
Typiquement, les 12 Factor Apps, respecter ces principes de design pour avoir des applications qui se déploient assez rapidement as a service, c'est quelque chose d'assez important. Donc je fais ce petit reminder parce que il y a des gens qui ont souvent tendance à croire que ce n'est qu'un boulot d'ops, ce n'est pas qu'un boulot d'ops, c'est aussi un boulot chez les devs. Et du coup, en fait, pour faire de l'orchestration, on a souvent besoin de quelque chose qui le fasse pour nous. On va mettre un outil en place. Et pour ça, en fait, on va mettre du tool. Alors pour ceux qui ont la référence, vous pouvez venir me voir après pour boire une bière. Je serais très heureux de vous la payer pour le coup. C'est un groupe de métal, ne vous inquiétez pas. J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Du coup, en fait, on a juste besoin de tool. Et alors, pour faire du microservice ou même faire du microservice, on n'a pas besoin de Docker, on n'a pas besoin de conteneur. Ça, c'est une des grosses légendes urbaines. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je parle de microservice aux gens. Les gens ont l'impression que si je fais pas du conteneur, j'ai un problème. On n'est pas obligé, et on n'est pas obligé forcément de faire, d'avoir des gestions de KVM à la Clever Cloud avec des tueurs qui sont capables de vous lancer des VM en 6 secondes. Pour faire un microservice, un job Jenkins qui lance des commandes Ansible pour installer et démarrer des services, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans un premier temps. Vous aurez déjà gagné en flexibilité par rapport à votre monolithe. Donc ne vous mettez pas un objectif trop grand en voulant directement partir vers du conteneur, de l'orchestration, des trucs très lourds. Juste essayez d'automatiser les installations et les démarrages. Si vous faites ça avec la conf, vous êtes déjà gagnant, vous pouvez commencer à migrer en microservice. Vous êtes déjà prêt à aller plus loin. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est pas parce que vous allez mettre du Docker, ça va mieux marcher tout à coup, quoi. Bon, après, vous pouvez aller faire du Clever. Alors, j'ai fait exprès de mettre du Clever parce que je sais qu'ils sont là. Si j'avais mis Heroku, ils m'auraient tapé. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un petit récap de tout ce qu'on a dit. Du coup, un microservice, c'est quoi ? Un microservice, c'est une application qu'on veut mettre comme un microservice, mais sur lesquels on n'a pas les moyens de complètement réussir sa transformation, mais on va quand même rester focus sur 6 principes clés. Déjà, on va essayer d'avoir des contextes bornés. On va essayer de faire en sorte que le service qu'on va mettre en place, il ait un sens fonctionnellement parlant. Beaucoup trop de fois, on va juste essayer de prendre du technique et de les faire sortir. Si vous faites ça, vous allez garder 40 milliards d'interconnexions, ça ne servira à rien. Focussez-vous sur un besoin business. Gardez important que devez essayer de découpler au maximum vos applications. C'est con à dire, mais il n'empêche qu'une fois qu'on est parti sur la migration, on a trop tendance à juste laisser les liens existants et à ne pas changer le code pour virer ces interactions. Essayez de les virer au maximum pour que votre service soit le plus indépendant possible. S'il ne peut pas répondre à un besoin seul, c'est que c'est pas un microservice, donc ce sera pas plus un microservice. Essayez de faire en sorte qu'il reste quand même le plus petit possible. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il répond à un besoin métier qu'il faut venir lui réinjecter d'autres trucs à l'intérieur. Hein. Ne refaites pas le même coup en fait de « Ah, il marche, je suis là, il y a déjà les utilisateurs. Allez, je vais mettre l'autant avec. » Non. Vous essayez de rester sur quelque chose de petit et focuser sur un besoin au maximum. Pensez aussi la portabilité du protocole. Quand je dis ça, c'est l'évolution. Faites en sorte que les autres applications puissent facilement consommer votre application dans le temps, sans les casser. Mais également à la portabilité d'un point de vue technique. Évitez de choisir quelque chose qui va vous bloquer et qui va vous obliger à rester typiquement, je pense à de l'OJB. L'OJB c'est très bien, je ne vais pas critiquer le protocole, mais il n'empêche que du coup si vous mettez des appels OJB au milieu, vous vous loquez avec du Java, avec une version d'OJB particulière, vous aurez des problèmes de sérialisation avec les versions des objets. Essayez d'avoir quelque chose qui est le plus neutre possible. Travailler autour de l'automatisation au sein de votre code et au sein de votre déploiement, c'est quelque chose qui est assez important. Faites en sorte que votre service soit déployable rapidement, parce que si vous n'êtes pas capable de le déployer rapidement, en fait tout ce que vous avez fait c'est injecter du chaos dans un monolithe. Et réfléchissez à qui a honneur de la donnée, qui est honneur du code pour éviter les problèmes que vous pouvez avoir à avoir quelqu'un qui change quelque chose que vous ne vous attendez pas à ce qu'il change dans le système. Ça c'est juste quelque chose qui permet d'éviter les impacts au fond. Le gros avantage par contre des microservices, c'est que ça grandit assez vite. Le microservice en fait, quand on en met en place, c'est des choses qui ont l'air un peu débiles comme ça, mais on va éviter de faire des choses complexes comme on veut chercher à faire avec toute la sécurité, toute la partie message base, etc. On va essayer de rester sur les choses très simples, mais du coup on va quand même gagner ce qu'on cherchait à la base quand on avait notre problème avec notre monolithe, qui était on veut juste déployer plus vite et mettre en place plus vite des nouvelles features. Et on va gagner en agilité sur notre application et notre SI. Et surtout, le gros avantage, c'est que si on respecte bien toutes ces pratiques, en fait, on se retrouve à avoir
plein de choses qui nous deviennent accessibles. Et si on a bien respecté tout ça, en fait, tous ces trucs deviennent beaucoup plus faciles à mettre en place. Typiquement, tout ce qu'on va avoir autour des microservices qui sont passer par du message base en mettant un Kafka pour pouvoir facilement dupliquer les events et pouvoir mettre facilement d'autres applications en place. La gestion de la sécurité, comme l'a présenté Quentin ce matin. On va pouvoir faire du toggle feature assez rapidement. On va pouvoir aller vers des choses de déploiement plus complexes, comme du canary release, de la B-testing. J'ai pas mis le blue-green typiquement, mais lié. On va peut-être pouvoir aussi se permettre de se dire on va faire du CQRS, de l'event sourcing. Et on va pouvoir travailler sur la scalabilité. Du coup, en fait, ce qui est avantageux si on prend juste ces 6 concepts et qu'on les applique même de manière simple, c'est qu'en fait, on essaye de prévoir notre futur et de faire en sorte de pouvoir le gérer facilement. Donc c'est ça un microservice. Je vous remercie. Alors vu que c'était la dernière fois de la journée, je vous conseille de ne pas poser trop de questions si vous voulez sortir et boire une bière rapidement.